Tanama est un mot taïno qui signifie papillon, vous le savez désormais. Symboliquement, il symbolise l'âme, l'esprit, la transformation, le changement à travers des sujets au carrefour du sociétal et du sanitaire, du culturel et du coutumier, du bien-être et du soin, du traditionnel et du médical, pour provoquer le changement et la transformation avec positivité en apportant information, conseils, solutions et onguents, parce que l'éveil à nous-mêmes est le premier pas vers un mieux-être et un meilleur vivre ensemble. Cette émission est tout public. Elle vous est proposée par Amalgame Humanis, une association caritative qui, depuis plus de 30 ans, œuvre pour l'enfance défavorisée, les publics dits empêchés et qui lutte contre les discriminations et les violences LGBTQI-phobes et intrafamiliales. Elle porte 2 lignes d'écoute, la voix arc-en-ciel à destination des personnes LGBT et la ligne prévention suicide. Ce soir, aujourd'hui, nous sommes donc le 17 mai, mardi 17 mai 2022. Il y a 30 ans, l'homosexualité quittait la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est qu'en 2018, je crois, que la transphobie va, elle aussi, quitter les maladies mentales sur cette liste. Donc, cette journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie a été créée en 2004 pour attirer l'attention sur les violences et la discrimination subies par les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les intersexués et toutes les autres personnes ayant des orientations sexuelles, des identités et des expressions de genre différentes. On pourra y revenir. Depuis donc 2025, la journée IDAO, International Day Against Homophobia and Transphobia, mobilise l'opinion publique sur les problèmes liés à l'homophobie, à la transphobie, à la biphobie par le biais de colloques, d'émissions, de manifestations de rue, d'événements artistiques. Donc, il était normal que nous parlions finalement de cette question ici aujourd'hui, puisque Tanama est une émission qui se situe donc à la croisée de plusieurs dimensions enfin, de notre société. Nous avons une rubrique santé et sexualité. Il est normal que nous abordions cette question ce soir. Également parce que Amalgame Humanis porte la ligne d'écoute Voix Arc-en-Ciel. Dans tous les projets d'action sociale qu'elle porte depuis 30 ans, elle s'est aussi dédiée depuis 3 ans maintenant à militer pour les personnes LGBTQIA+. Donc, quelques dates clés. Le 17 mai, on l'avait dit, donc 1990, l'homosexualité quitte la liste des maladies mentales de l'OMS. 2018 pour la transidentité. Également le mariage pour tous, une autre date aussi importante en France. Mais il est important aussi de savoir, puisque le sujet ce soir c'est la Caraïbe contre l'homophobie, nous allons donc essayer de situer la problématique. On va en parler ce soir. Avant de vous présenter justement le contexte, je vais présenter mes invités. Ce soir nous avons sur le plateau Jean-Claude Massed, Aide-Guadeloupe et Saint-Martin. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Leïla, présidente de l'association Secret Art. Bonsoir. Bonsoir, toute jeune association. Merci. Et nous aurons en visio, en Zoom, nous aurons avec nous Stéphane Chardonnay, brigadier de police, délégué régional à Flagasso en Martinique. Bonsoir. 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 Et nous aurons une intervention vidéo de Caroline Musquet, anciennement journaliste et autrice de l'ouvrage qui est ici, qui vient de sortir, Homosexuels aux Antilles. Je le recommande si vous voulez découvrir quelques portraits de personnes qui vivent entre l'Hexagone et les Antilles et qui parlent de leur expérience de leur homosexualité ou identité ou orientation sexuelle, comment ils le vivent justement dans notre contexte franco-caribéen. Donc, nous allons voir quelques images avant de faire intervenir nos invités. Nous allons voir quelques images justement, quelques cartes géographiques du traitement, en tout cas, de la question de l'homophobie ou de l'homosexualité ou des identités sexuelles non hétéronormées dans le monde. Ici, on a donc une photo, justement, de militants contre l'homophobie dans les îles anglophones de la Caraïbe. Ici, donc, si nous prenons le cas de la Jamaïque, donc la criminalisation ces dernières décennies, l'attitude du Commonwealth caribéen, dont tous les peuples caribéens,
la Caraïbe anglophone, ou la Caraïbe en tout cas, a été appelée ou nommée, identifiée comme une des zones les plus homophobes dans le monde. En 2006, le Time Magazine a publié un article dans lequel Tim Paget a intitulait donc son texte The Most Homophobic Place on Earth, donc le lieu le plus homophobe sur Terre, en référence à ce qu'il décrivait comme étant une violence rampante contre les gays et les lesbiennes, donc en Jamaïque. Donc, pourquoi? Ça a l'air d'être des allégations. Pourtant, il y a, on va dire que l'homophobie, elle est soutenue par des lois édictées par l'État. Quand on parle justement de la question de l'homosexualité, beaucoup de personnes ont tendance à vouloir rejeter ce débat vers les espaces privés, ce qui serait normal, hein, puisque c'est une question personnelle, intime. Et pourtant, lorsqu'on légifère sur la sexualité des personnes, il est normal qu'elles manifestent publiquement leur désaccord avec les lois en place. Donc, nous allons pour prendre encore d'autres cas. Donc, parmi les pays de la Caraïbe les plus homophobes, on note la Jamaïque, il y a aussi Trinidad et Tobago, par exemple, dans les îles anglophones, ou le Guyana, qui ont des lois très précises qui vont édicter des punitions assez dures, justement, contre les personnes qui sont avérées homosexuelles. Par exemple, des peines à vie ou de 25 ans de prison dans certains États de la Caraïbe. À Cuba, par exemple, depuis 2019, par contre, Cuba fait partie des pays qui ont travaillé, justement, qui ont mis en place une prescription au niveau constitutionnel de l'homophobie, après avoir été justement un des États les plus répressifs, notamment sous la période castriste, notamment, vous pouvez le voir dans le film Fresas y Chocolate, Fraises et chocolat, qui est un film vraiment qu'il faut voir, et pour comprendre justement le traitement qui était fait aux personnes LGBT à Cuba. Aujourd'hui, ça a changé. Pourquoi? Parce que la fille de Fidel Castro, Mariela Castro, est elle-même une personne LGBT, lesbienne. Voilà, donc elle a travaillé et son père a, on va dire, évolué sur ces questions-là. Depuis, il y a eu pas mal de réformes. Donc, voyons nos cartes rapidement et ensuite, on va discuter avec nos intervenants. Donc ici, les lois sur l'orientation sexuelle dans le monde, donc qui vont de la criminalisation d'actes sexuels entre adultes consentants de même sexe à la protection contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. On voit en bleu, bleu foncé, plus foncé, par exemple le Mexique ou la Bolivie, sont là où il y a une protection constitutionnelle. Donc, ce ne sont pas nécessairement les pays européens où on s'attendrait qu'il y ait les plus grandes protections pour les personnes LGBTQI-phobes. Donc, du bleu foncé au rouge foncé, on va donc des protections constitutionnelles à la peine de mort en rouge foncé. Donc, on voit notamment dans les pays du Moyen-Orient, notamment en Russie, où dans certains, pas de protection, pas de criminalisation, ça c'est en Russie. Bon, je pense qu'il y a aussi des zones grises, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas suffisamment d'informations sur le sujet. Carte suivante, donc ici ce sont des études qui montrent qu'il y a de bons endroits pour être gay ou lesbienne. Donc en vert, à Pyrénées, ce sont les meilleurs endroits, en rouge les pires, évidemment. Donc on retrouve encore la Russie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe pour les lieux où, en tout cas, ce seraient des conditions les plus acceptables, on dira. Carte suivante. Ici, on va se concentrer donc sur l'Europe et on constate ici, si on regarde, alors je vais essayer de décrypter rapidement pour vous. Donc en rouge foncé encore, donc ce sont les violations des droits humains et la discrimination. Donc on a ici par exemple la Turquie, si on est à l'échelle de l'Europe, 4%. Ici, par rapport justement au respect des droits de l'homme. Et en vert foncé, tout foncé, on a Malte, 94%. Et la France se situe à 57%. Donc on va dire que la France, on va dire, est moyenne dans la façon dont elle va aborder ces questions-là. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Voilà. Donc avant de
discuter avec nos invités, je vais donner la parole à la personne qui n'est pas là physiquement. Donc, interview donc Caroline Musquet, à qui j'ai posé diverses questions, notamment quelle différence entre les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique et l'Hexagone, quel est le bilan qu'elle pouvait faire justement après les interviews qu'elle a menées. Donc, elle va donner quelques réponses et ensuite on en discute avec nos intervenants sur le plateau. Effectivement, il y a eu des déclics, il y a eu des déclics particuliers qui m'ont donné envie d'écrire un livre sur l'homosexualité aux Antilles. Déjà parce que certains de mes proches qui étaient homosexuels, qui sont homosexuels ou transgenres, j'avais constaté qu'ils avaient des difficultés à pouvoir exprimer leur vie sentimentale, à pouvoir en parler à leurs proches, à leurs amis. Et puis, en faisant également des recherches sur le sujet, je me suis également rendu compte que certains faits divers, en fait, chez nous, aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, avaient vraiment eu un caractère homophobe grave, dans le sens où il y a eu des homicides qui ont été commis à cause de cette homophobie. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème sur nos îles et qu'il fallait s'y pencher, qu'il fallait essayer de comprendre quels étaient les facteurs et surtout essayer de donner la parole à ceux qui étaient particulièrement concernés et touchés par la question et qui pouvaient exprimer justement ce qu'ils vivent au quotidien aux Antilles ou en tant qu'Antillais, tout simplement. Je ne suis pas personnellement concernée, mais des personnes de mon entourage, oui, le sont. Et c'est aussi pour eux, justement, que j'ai voulu faire ce livre, parce que j'ai constaté que pour eux aussi, vivre leur vie sentimentale n'était pas une chose facile, qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer auprès effectivement de leurs proches, auprès de leurs amis. Et c'est ce qui m'a vraiment motivée. Je ne vais pas dire qu'ils ont été ma source d'inspiration, mais pas loin. Où vraiment, pour moi, il fallait que je fasse un peu ce livre aussi pour eux. Pour moi, il y a deux bilans. Un premier bilan qui serait plutôt négatif, dans le sens où il y a encore du chemin à parcourir. Ça, c'est vraiment le premier constat, dans le sens où on a encore très peu conscience aux Antilles de ce que représente vraiment l'homophobie, que des termes qui sont passés dans le langage courant comme Macomet sont des termes homophobes, qui sont blessants et qui sont aussi punis par la loi. Donc il y a vraiment encore du chemin à parcourir pour faire changer les mentalités. Au-delà de ça, il y a aussi un autre bilan plutôt positif, dans le sens où, depuis quelques années, beaucoup d'associations, enfin en tout cas beaucoup, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais quelques associations se sont vraiment penchées sur la question et maintenant font de la sensibilisation, vont dénoncer les actes homophobes et sont de plus en plus présents, comme Cap Caraïbes ou comme Amalgame Humanis, qui ont créé des lignes d'écoute. Et ça, c'est vraiment un point positif. Il y a des lignes qui bougent et qui avancent. La plupart de ceux qui ont accepté de témoigner dans cet ouvrage l'ont fait beaucoup pour justement exprimer des choses qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'exprimer. Et puis, c'est vrai, la plupart m'ont dit quand même que ça leur a servi un petit peu de psychanalyse, de moments justement libérateurs, où ils ont pu réfléchir avec quelqu'un de neutre sur leur situation, ils ont pu poser les choses. Et beaucoup, effectivement, l'ont dit. Ça a été vraiment un acte libérateur de pouvoir témoigner dans cet ouvrage. La principale différence, quand on est homosexuel et qu'on vit aux Antilles, c'est que pour pouvoir vivre librement son homosexualité, c'est très compliqué du fait du regard des autres, du regard de la famille, de l'entourage, de la société. Qui n'est pas encore totalement prête à accepter de voir deux hommes ou deux femmes s'embrasser ou circuler librement. Et puis pour pouvoir le vivre plus facilement, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas s'échapper, prendre un TGV, partir dans une grande métropole. À part l'avion ou le bateau, c'est la seule échappatoire. Or, dans l'Hexagone, il y a encore des grandes villes où cette possibilité de vivre une vie sentimentale librement est beaucoup plus aisée. Voilà, nous venons d'entendre Caroline Musquet, donc, qui a écrit « Être homosexuel aux Antilles », 15 témoignages,
publié par Caraïbes Éditions. Donc c'est vraiment un ouvrage qu'il faut lire pour comprendre en fait, pour réhumaniser peut-être des personnes que vous jugez peut-être très loin de vos propres valeurs et pourtant voilà, je recommande donc l'ouvrage, il est disponible dans vos librairies locales. Donc on a entendu le témoignage de Caroline Musquet qui nous parle justement de son enquête, du pourquoi de son enquête. On va donc faire réagir nos intervenants. Je rappelle encore le numéro de la ligne d'écoute 06 90 757 767. On va voir tout de suite le numéro à l'écran. Donc, c'est la ligne d'écoute antidiscrimination et haine en Guadeloupe. Donc, à destination des personnes LGBT, vous avez besoin de conseils, de vous confier, voilà, d'avoir un accompagnement, que vous soyez parent, que vous soyez jeune, adolescent ou concerné. Et ici, on voit tout de suite à l'écran donc la campagne d'Amalgame Humaniste qui a été donc qui est en cours actuellement. Toute l'amour, c'est l'amour pour dire que l'amour, love is love, l'amour, c'est l'amour, quelle que soit son orientation, son genre ou son expression de genre. Voilà. Donc, on vous rappellera le numéro à maintes reprises tout au cours de l'émission. Donc, Amalgame Humaniste est une association qui fait de l'action sociale, mais on a aussi Aide Guadeloupe qui œuvre depuis déjà quelques temps, depuis longtemps. C'est quand même une association historique, je dirais. Oui, dans l'Hexagone. C'est une association communautaire, donc c'est-à-dire qu'on fait avec les personnes, on ne fait pas pour. Et donc c'est une association qui était justement portée par les personnes vivant avec le VIH, qui étaient stigmatisées aussi, pareil, ou qui voulaient avoir accès à un droit ou aux soins, et aussi mobiliser les personnes sur la lutte contre le VIH. Donc elle est effectivement créée en 1984, elle est présente dans la Caraïbe. Donc en Guyane depuis 2005, à Saint-Martin depuis 2008, en Martinique depuis 2011-12 et en Guadeloupe depuis 2014. Ok. En Guadeloupe, visiblement, c'est là où on commence plus tardivement sur certaines questions, parce qu'on voit aussi que la ligne d'écoute, elle est arrivée après la Martinique, par exemple. Oui, alors de ce que j'ai compris, il y a quand même tout un historique associatif, effectivement. Par rapport à la question de l'homosexualité en Martinique, elle a été traitée depuis très longtemps et portée par beaucoup d'associations, même si elles n'ont pas duré dans le temps, mais il y a eu un relais, en tout cas associatif, sur la question. Et effectivement, en Guadeloupe, un peu moins. De ce que j'ai compris des échanges que j'ai eus entre la Martinique et la Guadeloupe. Donc, est-ce qu'on peut réagir? Qu'est-ce que vous avez pensé, justement, du témoignage de Caroline Musquet? C'est un bon travail, justement, parce qu'il faut de la visibilité. La question, justement, on disait la Martinique avant, la Guadeloupe après. Tant qu'il n'y aura pas de visibilité, la question sera toujours évitée. Et en même temps, les personnes LGBTQIA+, ne prendront pas conscience que non, ils ont une valeur, ils peuvent être visibles, ils appartiennent à la société, ils ont des droits, et ils ont des droits comme tout le monde. D'où le mariage pour tous. Le mariage pour le droit pour tous, c'est pas un mariage pour les gays, c'est l'accès aux droits pour tous. Exactement. On va revenir justement sur la question du mariage pour tous. Leïla, est-ce que tu veux réagir à la vidéo? En fait, concernant la vidéo, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et je rejoins en fait justement ce qu'il dit. Il faut commencer doucement mais sûrement. Et commencer... Pour moi, je pars du principe que ça s'appelle, on va dire... c'est comme une éducation. Il faut apprendre à éduquer les gens progressivement, doucement et sûrement, à parler du sujet pour qu'ils puissent comprendre et que même les personnes qui sont victimes d'homophobie puissent se sentir soutenues et qu'ils puissent avoir leur place et qu'ils sachent que justement, c'est tout à fait normal en fait de faire partie de la communauté LGBT. Voilà, qu'il n'y a pas de tabou. Monsieur Chardonnay, est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Est-ce que vous souhaitez réagir justement à cette vidéo, vous qui êtes en Martinique? Ah oui, effectivement, j'ai entendu parler, on parle beaucoup ici en Martinique de ce qu'a fait Mme Musquet, de ce qu'elle a écrit, du témoignage qu'elle a recueilli. Et ça reflète tout à fait, en fait, aussi le sentiment qu'on le retrouve ici en Martinique, comme dans l'ensemble, j'ai pu constater moi également en me déplaçant ici en Guadeloupe. On retrouve ce sentiment d'insularité des îles avec une histoire commune et avec un vrai problème de libération de la parole sur le sujet LGBT. Voilà, donc c'est ce que je retiens moi des témoignages qui ont été proposés et écrits, relatés par Mme Musquet.
Très bien. Alors, une chose qui est intéressante, que j'aimerais porter à votre attention, à l'attention des invités, c'est que les lois, par exemple, anti-homophobes, édictées par les gouvernements des îles anglophones, sont souvent dirigées contre les hommes, principalement. Alors, est-ce qu'on peut réagir justement à ça? Qu'est-ce qu'on Oui, parce que la première chose le premier ressenti de la population qui n'est pas LGBTQIA+, c'est de la vision sexuelle, le rapport sexuel, le rapport homme-homme. Donc on ne voit pas derrière des sentiments, on ne voit pas le côté humain. Et donc du coup, c'est plus difficile à accepter. Quand j'ai l'occasion d'animer des ateliers pour les scolaires, par exemple, et qu'on compare le rapport homme-homme ou le rapport femme-femme, effectivement, dans les représentations, c'est plus doux, les femmes, c'est plus doux, voilà, et on pense toujours que c'est une phase pour les femmes. Donc, on parle souvent comment dire, des agressions violentes envers les hommes, mais dans certains pays, notamment, on viole les femmes pour leur montrer que, ben non, il y a une erreur et que voilà, on les redresse, justement. Donc, voilà, c'est souvent, du moins, l'homosexualité est rapportée uniquement au rapport sexuel. Et on ne voit pas derrière le côté humain ou plutôt des êtres. On sait qu'il y a des lois anti-sodomie, par exemple. Excusez-moi, je dis les mots tels qu'ils sont, parce que ce sont des lois anti-sodomie, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Tout à fait. Donc, autant dans les pays anglophones, enfin de la Caraïbe, qu'aux États-Unis, par exemple, dans certains États, il est encore interdit de pratiquer en fait la sodomie. Mais on sait que ce n'est pas une pratique qui concerne que les personnes homosexuelles, puisque les personnes hétéros aussi le pratiquent. Et une autre chose importante, puisque nous sommes avec Aide Guadeloupe, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la majorité des personnes contaminées par un VIH sont des personnes hétérosexuelles. Alors, j'ai envie de poser la question suivante, c'est que il y a eu quand même des campagnes de sensibilisation depuis, on va dire, 40 ans, justement par rapport à la contamination par le sida, par le VIH. Et en fait, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elles ont été principalement orientées vers les populations dites à risque, donc plus les personnes LGBT que les personnes hétérosexuelles? Je ne dirais pas qu'elles ont été principalement. C'est-à-dire que, comme l'homosexualité ou le VIH ou le sida, ou tout ce qui est rapport avec la sexualité ou le rapport sexuel, la société antillaise est très tabou et très pudique. On nous donne la réputation d'être sulfureux, mais sauf qu'on n'est pas démonstratif déjà de un. Dans la rue, personne ne s'embrasse, personne ne se tient par la main. Le poids du regard des autres compte pour beaucoup. Et donc, comme le VIH est lié à la morale et à la bonne pratique sexuelle, donc du coup, les personnes ne se sont pas senties concernées de peur d'être identifiées à des mauvaises mœurs. Ensuite, effectivement, dans les chiffres nationaux, la communauté gay, homo, elle représente un fort pourcentage de cas de contamination. Alors qu'à l'inverse, chez nous, c'est 70% des contaminations sont hétérosexuelles et françaises. Et on est toujours dans ces représentations disant que c'est soit les gays, les migrants ou les travailleuses du sexe qui contaminent et qui doivent représenter pour l'ensemble à peine 30% des cas de contamination. Donc, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise campagne, mais tant qu'une population ne se saisit pas du sujet et l'interprète à sa façon, parce qu'on est quand même sur des représentations où on pense encore qu'on meurt du VIH, qu'on meurt du sida, alors que les traitements permettent aux personnes justement de ne pas mourir, de pouvoir avoir des relations non protégées puisqu'ils ne transmettent plus une fois sous traitement et d'avoir des enfants par voie naturelle. Donc, d'être comme quelqu'un qui n'a jamais été contaminé. Tout à fait. Donc, on va vous rappeler qu'on a fait une émission, justement, le sida oublié, qu'on remettra en ligne, que vous pourrez voir et qui va vous rappeler un peu tous les dispositifs et les solutions qui existent pour lutter contre la contamination par le VIH. On prend une page de pub et on revient. Nous voilà de retour donc, sur le plateau. Donc, nous parlions des lois anti-sodomie. Donc, j'avais envie d'avoir une réaction de M. Chardonnay, en Martinique, sur ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, justement, le regard aussi qui est porté sur l'homosexualité masculine, je dirais, et l'homosexualité féminine. Alors, il est vrai que quand on parle d'homosexualité,
dans l'aspect général, on pense surtout à des hommes, mais ça ne concerne pas que des hommes, mais évidemment. Maintenant, en termes de l'expression, on parle plutôt de milieu LGBT. On élargit vraiment une référence à un milieu LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, transgenres, et tant d'autres. Donc sur l'idée de la sodomie, on n'a pas ce problème maintenant en France, on a moins ce regard d'interdit, puisque la loi française défend toute forme de discrimination qui pourrait exister, qui serait liée à cette idée d'acte interdit en matière de sodomie. Donc, tant que ça reste dans la légalité, ça ne pose pas de problème particulier. Après, tout est dans la vision qui en est faite par le public. Et les références, des cadres de référence qui sont encore très ancrés dans des valeurs hétéronormées. Donc, et là où ça pose problème. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut déjà faire un petit tour du plateau sur les manifestations d'homophobie, en fait, ou de transphobie ou biphobie, queerphobie, je dirais, pour être généraliste. Donc, Leïla, je vais commencer par Leïla. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ici? Je ne sais pas si tu as vécu dans l'Hexagone ou ailleurs. Alors, quelle différence tu vois et est-ce que tu as des réactions homophobes ici? Queerphobes, je vais dire. Alors oui, j'ai déjà participé à une Gay Pride. Du coup, c'est comme ça que mon coming out a été fait indirectement. Donc c'était quand même assez comique. Mais après, moi j'avais fait la Gay Pride et en même temps, c'était là où il y avait la problématique, le mariage pour tous. Donc du coup, quand je l'ai vécu, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose qui est quand même impressionnant, c'était bien. Et concernant certaines remarques homophobes que j'ai eues, donc comme je disais, sans faire exprès, vu que ça a été médiatisé, j'ai eu mon coming out. Forcément, toute ma famille a été au courant. Et le retour aux Antilles a été quand même assez... En même temps, il y a des hétéros qui font la Gay Pride. J'en connais beaucoup. C'est sûr, mais après... Vu que moi-même, je l'ai dit à ma mère et tout, et il y a aussi d'autres personnes qui ont fini par le savoir, donc du coup, après, j'ai été victime quand même beaucoup d'homophobie, surtout dans ma famille. D'accord. Ça s'est manifesté comment? De la part de tes parents ou de parents proches ou de parents plus éloignés, je dirais? Alors, au début, ma mère n'arrivait pas trop à l'accepter, puis finalement, elle m'a dit, bon, je t'accepte comme tu es. Puis à force d'avoir parlé, discuté avec ma mère, elle a accepté. Et concernant ma famille, on va dire qui est proche, mais maintenant éloignée, puisque je suis plus trop proche d'eux, vraiment c'est surtout eux, ils disaient que oui, que ce n'est pas normal, etc. Je suis la seule enfant, comment ça se fait? C'est là où ça a été beaucoup plus compliqué. Oui, parce que nous sommes aussi des sociétés extrêmement centrées sur la parentalité. C'est-à-dire qu'une femme doit faire des enfants, ou un homme aussi, cela dit. Oui. Le schéma classique, oui, c'est ça. C'est ça. On pense toujours qu'il n'y a qu'une seule voie, qu'il y a un seul modèle, une seule référence, et ça peut bloquer. C'est clair. La chose qu'on me disait, c'est va te mettre avec un homme, il faut que tu fasses des enfants, l'horloge biologique tourne, t'attends quoi? T'es toujours dans ton truc de lesbienne, ça te rapporte rien du tout, ça te rapporte que de mauvaises choses, ouais. J'ai eu beaucoup de paroles comme ça. Mais bon, après, au début, ça me faisait du mal. Mais après, à force, j'ai appris à me dire, non, c'est à eux d'apprendre en fait à m'accepter telle que je suis, s'ils m'aiment. Donc du coup, s'ils ne m'acceptent pas comme ça, c'est eux. Moi, je continue ma vie et eux, ils continuent la leur. Tout à fait. En plus, il faut dire que toutes ces questions-là sont tellement maintenant transversales, parce que même des personnes hétérosexuelles, des femmes hétérosexuelles choisissent de ne pas avoir d'enfants, donc c'est pas forcément une question d'orientation sexuelle. Et par ailleurs, une femme lesbienne peut avoir des enfants. Exactement, grâce à la PMA. Voilà. Exactement, c'est ça. Lesbienne ne veut pas dire stérile, mais on reste aussi sur l'image justement judéo-chrétienne qui dit que tout acte sexuel doit être fécond, exact, doit amener à l'enfantement. Maintenant, on va revenir un peu sur les campagnes et les préventions, ou comment on accompagne en fait cette lutte contre les queerphobies. Je vais être
global. OK. On va voir quelques visuels de Aide, Saint-Martin, etc. Donc, je veux bien que M. Massed commente en même temps. Alors, ça, c'est Saint-Martin. Oui, dans l'histoire de Aide et la communauté LGBT, c'est que effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'associations dans le paysage, des structures où orienter les personnes LGBT. Donc, Aide, qui lutte contre les discriminations, a porté souvent ces combats-là, notamment des marches. Il y a une marche pour le mariage pour tous en Martinique, une première marche des fiertés en Martinique en 2012. On peut voir les autres visuels. Et donc là, depuis 2 ans, donc là c'est la 2e édition à Saint-Martin, ils ont porté une marche des fiertés. Donc voilà, donc le but c'était de sensibiliser, de rendre certaines personnes de la population actrices dans la lutte, puisque c'est toujours mobilisé tant que les personnes n'ont pas d'intérêt, ne trouvent pas d'intérêt ou se sensibilisent pas eux-mêmes ou sensibilisent les autres à la lutte, et bien du coup on ne sera pas dans une transformation de la société. Ce n'est que la société qui pourra se transformer, c'est pas une association qui va pouvoir qui va tout faire, quoi. Donc effectivement, donc Martinique et Saint-Martin, il y a toujours ce projet de faire une marche de sensibilisation autour de la lutte contre l'homophobie. Et donc là, c'est le visuel justement pour ce samedi, de 9h à 21h au Green Hostel. Oui, Vous aurez une journée santé, LGBT+, et gay-friendly, homo, hétéro, bi curieux, c'est ce qu'on dit. Donc, pour venir échanger et lutter contre les discriminations. Parce que l'idée n'est pas de travailler uniquement entre la communauté LGBT, puisqu'on ne va pas faire de la sensibilisation d'homophobie pour cette communauté, mais plutôt aussi de lui montrer qu'elle peut côtoyer la communauté, d'autres communautés, et que notamment il y a des gay-friendly, et que le paysage n'est pas si noir que ça, et qu'on peut justement aider ces communautés qui nous, je dis nous parce que je me sens concerné par le sujet, qui nous considèrent comme hors normes, et montrer justement non, qu'on peut vivre ensemble et que ça n'empêche pas d'avoir ces particularités ou ces envies, tout simplement. Voilà, c'est une question d'identité. Nous sommes tous des cheminements, des personnes avec des expériences diverses. Alors, donc là, on a vu quelques actions de aide. On va voir maintenant le visuel de Secrets Out, qui est une toute nouvelle, mais vraiment embryonnaire association. Donc, Secrets Out, donc, qui est une association de lesbiennes, dont tu es la présidente. Voilà, enfin, c'est LGBT plus et friendly. OK. Ouais. Alors. Du coup, c'est une association pour rassembler de la communauté, comme je disais, LGBT plus et friendly. Le but est de pouvoir se retrouver autour de certaines permanences, une fois qu'on aura notre local, mais pouvoir faire des débats, échanger, discuter, faire des ateliers, des activités. On veut aussi faire de la sensibilisation. Pourquoi et friendly? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui, justement, ont leur enfant qui fait partie de la communauté, qui ne savent pas comment agir, comment s'y faire, comment s'y prendre, ou même qui aimeraient bien trouver un endroit où leur enfant peut se retrouver avec d'autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'on veut mettre ça aussi en place. Et en fait, en gros, on veut qu'il y ait un endroit où qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse être tous ensemble et même s'entraider. Parce que quand j'étais en France, j'ai fait partie de l'association Angel, donc c'est l'association des nouveaux gays et lesbiennes, où j'étais accueillante. Et justement, ça m'a permis de, même moi, me construire, parce que avant, c'était dur pour moi, parce que c'était un sujet tabou à l'époque. À l'époque, c'était un sujet tabou. Et cette association-là, justement, m'a permis de pouvoir vraiment m'identifier en tant que celle que je suis. Et m'a permis d'avancer, d'évoluer. Et c'est pour ça que justement je voulais créer cette association pour que d'autres personnes puissent avoir cette aide, ce soutien et se sentir bien et se sentir aussi épanouies. Et du coup, voilà. Donc, vous pouvez suivre Secrets Out sur tous les réseaux sociaux. On va rappeler le numéro tout à l'heure. On va rejoindre Monsieur Chardonnay et on va parler maintenant d'un dispositif qui arrive, dans la Caraïbe francophone et qui est en Martinique, qui arrive en Guadeloupe, puisque nous allons parler de Flagasso et en lieu sûr, puisque nous avons désormais en Guadeloupe 3 lieux qui sont labellisés en lieu sûr, où les personnes LGBT
peuvent trouver refuge au cas où elles aient des problèmes avec leur famille ou qu'elles subissent des violences, etc. Donc, Monsieur Chardonnay, vous êtes brigadier, donc police nationale, et vous êtes en charge justement de ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors, effectivement, moi je suis délégué régional pour l'association FLAG. C'est une association qui lutte contre toute discrimination à l'encontre des gays, des lesbiennes, des personnes transgenres, principalement donc au sein du ministère de l'Intérieur et de la Justice, mais qui oriente également ses actions pour l'accompagnement de toutes les victimes, que ce soit donc en interne, le ministère de l'Intérieur et de la Justice, mais aussi en externe. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place une application, donc pagasso.com. Sur cette application, nous avons 2 dispositifs. Un premier dispositif qui est signalement flag, où on fait un signalement afin de permettre aux victimes donc, et aux témoins, pas seulement aux victimes, mais les témoins aussi peuvent faire des signalements, de manière anonyme, des signalements de violence, d'insultes, d'agressions, tout ce qui est LGBTphobie, mais également les violences conjugales. On a élargi aussi le domaine de signalement. Ces signalements permettent de dater, de géolocaliser les infractions, parce qu'on parle d'infractions, c'est des infractions qui sont condamnées par la loi. À l'issue du signalement, en fonction du statut de la victime qui reste anonyme, on va malgré tout pouvoir l'orienter en fonction de son statut. Soit c'est du grand public, soit c'est des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice. Elle sera orientée, cette victime, vers différentes possibilités officielles qui existent, comme un dépôt de plainte, des pré-plaintes en ligne, des signalements sur des plateformes plus officielles comme Pharos, des plateformes qui dépendent du ministère de l'Intérieur, des plateformes de violence sexiste et sexuelle, voire sur des cellules d'écoute, comme on le fait avec des partenariats, avec en Guadeloupe, Amalgame Humanis, ou Cap Caraïbes également en Martinique. L'idée de cette application, c'est de pouvoir établir une cartographie sur les événements, les infractions, les agressions, tout ce qui est les actes LGBT-phobie en fait, qui n'étaient pas recensés jusqu'à maintenant en Martinique, et de façon à avoir une visibilité sur ce qui est réellement en temps réel, sur ce qui se passe réellement de façon plus précise en temps réel sur le territoire donc, des Antilles, Guadeloupe et Martinique, mais également aussi en Guyane, en effet, et sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. Et ça, donc, ce dispositif est complété par un deuxième dispositif qui s'appelle En lieu sûr. Vous en avez parlé déjà. On a effectivement en Guadeloupe déjà trois partenaires. Et ça fonctionne comment? Il s'agit d'un partenariat complètement gratuit, original entre les services publics, ça peut être des bibliothèques, des piscines, des maisons d'association, des mairies, le monde économique, les magasins, les entreprises, les banques, les cabinets médicaux, mais aussi des locaux associatifs, les écoles, qui vont permettre aux victimes de trouver de manière sûre des endroits pour se protéger en cas d'agression avérée, dans un premier temps, avant d'être en mesure d'appeler la police, par exemple. Et donc, les partenaires qui s'engagent vont afficher un logo, c'est un autocollant, ou sur leur vitrine ou sur la porte de l'établissement, qui permet de reconnaître facilement, par un symbole, des lieux sûrs, en fait, de façon à permettre une visibilité aussi aux personnes LGBT qui peuvent être victimes des secteurs, des lieux où ils peuvent être en sécurité et complètement acceptés. Oui, tout à fait. Donc c'est une manière à la fois de montrer qu'il y a quand même de l'homophobie chez nous, mais qu'il y a également des personnes qui sont susceptibles d'aider, d'accompagner et d'offrir des espaces sécurs, en fait, aux personnes qui seraient en danger. Donc c'est vraiment important. Donc comment est-ce qu'on peut télécharger cette application sur
Tout simplement, effectivement, vous pouvez la télécharger sur votre smartphone. Vous retrouvez aussi cette application sur Internet. Il suffit de faire flagasso.com et vous avez donc une visibilité concernant ces applications, celles que l'on voit à l'écran, voilà, qui permettent directement de faire un signalement de manière tout à fait anonyme, de manière très simple, en quelques clics. Vous avez un certain nombre de questions auxquelles vous répondez, toujours de façon anonyme, de manière au moins à donner une visibilité à ce qui est réellement, ce qui se passe réellement. C'est vraiment quelque chose qui n'existait pas encore sur ces territoires, qui s'applique déjà en métropole, mais qui permet vraiment de pouvoir orienter aussi nous. Moi, je suis policier, et au niveau des institutions police et gendarmerie, ça permet aussi d'orienter les actions qui peuvent être faites en fonction des événements qui sont déclarés, dénoncés dans ces applications. Tout à fait. Donc, on dit, quand vous m'avez dit justement que seuls 4% des victimes d'injures osent se faire connaître et accompagner, parce que tenir des propos homophobes est un acte délictueux, il faut le savoir, tout comme tenir des propos racistes. Ce chiffre donc doit augmenter, effectivement, et les victimes doivent être soutenues. Il est vrai que, si on doit être honnête, que les propos homophobes sont quand même monnaie courante, même dans la musique, il faut le dire. Et que donc, moi j'aimerais savoir si par exemple en Martinique, je suppose que c'est déjà appliqué, est-ce que vous avez beaucoup de signalements? Alors, on est sur des choses qui restent assez nouveaux. Oui, le problème, c'est encore la visibilité. Moi, je fais de la formation, je suis formateur au sein du Centre de recrutement et de formation de la police nationale en Martinique. Et dans ce cadre-là, je forme aussi mes collègues, mais ça fonctionne aussi pour la gendarmerie, ça fonctionne pour la police municipale, les pompiers. Je les forme sur l'accueil des personnes LGBT, des victimes LGBT, et notamment aussi des personnes transgenres. Et l'idée, c'est de pouvoir établir aussi un lien entre la population LGBT de façon à ce qu'elle soit rassurée sur l'idée, si ces personnes sont victimes, de pouvoir pousser les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie, parce que c'est pas facile. Dans un milieu où c'est encore tabou. Et donc, quand vous êtes en plus victime d'agression verbale ou physique, c'est encore plus difficile d'aller pousser la porte d'un commissariat ou de gendarmerie pour déclarer que vous êtes victime et déposer plainte. Tout à fait. Je pense que c'est encore plus difficile quand on est un homme, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Massed? Je veux pas. Moi, je pense... Pourquoi je dis ça? Parce que je pense aussi aux violences conjugales, puisque ce signalement-là concerne autant les actes homophobes que les violences conjugales aussi au sein des couples LGBT ou la sérophobie. Et on sait par exemple en termes de violences conjugales, il y a un pourcentage certes moins important que de femmes concernées, mais les hommes aussi, parce que les hommes ne vont pas porter plainte nécessairement. Oui, c'est lié surtout à l'accueil, je pense. C'est le regard sur le jugement, comme pour tout. Qu'on ne puisse pas parler de ses pratiques sexuelles ou bien de violence par rapport à son médecin, par rapport à son orientation sexuelle, qu'on puisse pas recevoir une plainte parce que justement je suis un homme et je suis battu. C'est surtout le regard des autres qui est un frein, mais je ne pense pas que... Donc du coup, le problème ne vient pas des victimes, on va dire, mais plutôt de l'accueil ou du rapport à la société. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut... je ne sais pas combien de temps il nous reste. Ça va, on a encore du temps. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu, par exemple, des actions que tu aimerais mettre en place, Leïla? Alors, les actions que j'aimerais mettre en place, justement, comme je disais, c'est quand j'aurai mon local, pouvoir faire des permanences tous les samedis après-midi pour qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse débattre sur certains sujets, faire des projections, faire aussi une campagne de sensibilisation dans les écoles. Je sais que ça se fait déjà, mais continuer aussi.
Et, mais commencer en fait à faire plusieurs petits événements autour de plusieurs petits ateliers, comme l'atelier Coming Out qui me tient vraiment à cœur, que je veux vraiment faire. Et pour aider en fait certaines personnes et surtout les accompagner. Parce que dans mon entourage, il y a des personnes qui justement font partie de la communauté, dont une particulièrement, dont je ne citerai pas le nom bien sûr. Par exemple, elle a été voir un psychologue. Et du coup, quand elle a commencé à dire que oui, il y a sa compagne avec qui elle est en couple, etc., ben, la psychologue lui a rayonné et il ne l'a pas prise au sérieux. Donc même aussi rediriger, travailler aussi avec des psychologues qui font partie de la communauté ou friendly, qui pourront comprendre ou entendre en fait certaines personnes quand ils voudront en fait parler ou discuter à un professionnel. Et vraiment, enfin, les actions que je veux mettre en place, c'est ça. Faire des événements, faire des ateliers pour pouvoir sensibiliser et aussi se rassembler tous, s'entraider tous aussi et marcher aussi avec des professionnels pour quand il y a des personnes qui vont venir et qui seront en détresse, je pourrais les rediriger vers ces professionnels-là qui pourront aussi les prendre en charge. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler, parce qu'on a encore 1 heure d'émission, est-ce qu'on peut parler du mariage pour tous? Ouais. Alors, c'est quand même une loi qui a fait couler beaucoup d'encre, marcher beaucoup de personnes dans les rues, déchaîner les passions, la colère. Est-ce qu'on peut rappeler en quoi consiste le mariage pour tous? Et puis après, il y a eu aussi la gestation pour autrui, qui est un autre débat. Est-ce qu'on peut parler déjà du mariage pour tous? Ben, concernant le mariage pour tous, c'est vrai que c'est un sujet qui est qui a fait quand même plutôt polémique, mais je suis quand même plutôt contente que ça a été voté, que ça a pu être mis en place, parce que j'ai assisté au premier mariage gay qu'il y a eu à Montpellier, justement, et ça a fait extrêmement polémique, mais ça a quand même permis d'ouvrir la voie, parce qu'en Martinique, il y a eu aussi deux femmes qui se sont mariées, qui attendaient justement ce moment-là avec impatience. Oui. Et du coup... Après, il y a aussi des dispositifs qui pourraient aussi être mis en place pour pouvoir aussi encadrer certaines choses aussi. Parce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas aussi prises au sérieux. Les choses qui ne sont pas prises au sérieux. Alors, rappelons quand même que le mariage pour tous, c'était le 17 mai 2013. Ça fait presque 10 ans quand même. Ouais. La France est devenue le 9e pays européen et le 14e pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. Le tout premier, c'était les Pays-Bas. Donc cette loi a ouvert des nouveaux droits pour le mariage, l'adoption et la succession au nom des principes d'égalité et de partage des libertés. Et donc c'est une loi qui a été défendue par Christiane Taubira, il faut le rappeler. Exactement. Donc, important quand même, ce qui est dit ici. Je vais citer Christiane Taubira qui dit « Oui, c'est bien le mariage, avec toute sa charge symbolique et toutes ses règles d'ordre public que le gouvernement ouvre aux couples de même sexe dans les mêmes conditions d'âge et de consentement de la part de chacun des conjoints, avec les mêmes interdits, avec les mêmes obligations pour chaque conjoint vis-à-vis l'un de l'autre, les mêmes devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents et des parents vis-à-vis de leurs enfants. Oui, c'est bien ce mariage que nous ouvrons aux couples de même sexe. » Alors pourquoi elle dit ça? Parce que, et j'ai envie de rappeler aussi que nous sommes dans un pays où on pratique ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Donc on n'est pas dans un pays avec un gouvernement qu'on appellerait théocratique, c'est-à-dire que Dieu serait le chef de l'État, donc au-dessus du chef de l'État. On est dans un pays où on pratique la séparation des pouvoirs. Donc le mariage, ici on parle du mariage civil, donc le mariage, le contrat de mariage et non pas le mariage religieux. Donc il y a eu beaucoup, je me souviens de personnes d'organisations religieuses qui étaient dans la rue, qui étaient contre ce mariage. Or, c'est quand même déjà un acte patrimonial, c'est-à-dire décider que je peux léguer mes biens, céder mes biens si je décède à la personne avec qui je vis. Et j'ai envie de jeter un pavé dans la mare. J'ai envie de dire, et c'est quelque chose que j'essaie de rappeler souvent ou de
du moins de dire souvent, c'est que lorsqu'on dit que les unions de même sexe n'existent pas, par exemple chez les Noirs, que l'homosexualité est une déviance qui a été le fruit peut-être d'une colonisation du blanc, il faut savoir qu'en Afrique, il y a toute espèce de pratiques sexuelles et d'unions civiles, en tout cas de mariage, que ce soit polygame, polyandre, c'est-à-dire des femmes qui ont plusieurs maris. Il y a également la possibilité au Nigeria, par exemple, pour 2 femmes de se marier. Et ça se passe vraiment dans un cadre patrimonial. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, qui devient veuve, qui est sans ressources, une autre femme qui, elle, a des ressources, peut l'épouser pour lui donner une partie de son patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'elles ont des relations. Donc, tout ça pour revenir à la question essentielle qui est le contrat de mariage, qui a été ouvert à tout le monde. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce qu'on peut, j'allais dire, discuter de ça aussi avec Monsieur Chardonnay? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des gens qui se marient de plus en plus? Parce qu'il y avait aussi des réticences au niveau des représentants, dans les mairies, etc., qui refusaient aussi de pratiquer, en fait, de célébrer ces unions. Oui, tout à fait. Non. Alors, effectivement, il y a eu à cette époque en 2013, une surprise pour moi également. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de manifestations, puisqu'on était dans une période où on pensait que c'était rentré dans les mœurs, on savait que l'homosexualité était quelque chose de devenu tout à fait banal et acceptable. Et en fait, cette loi sur le mariage pour tous a réveillé des valeurs qu'on pensait conservatrices un peu. Bah oui, conservatrices, liées à la religion, effectivement, pour beaucoup. Et c'était une vraie surprise parce que ce problème-là n'a pas existé dans les autres pays européens qui, avant nous, avant la France, avaient déjà adopté ces lois. On n'a pas vu en Espagne, on n'a pas vu au Portugal de manifestations de cette ampleur, de l'ampleur que nous avons eue en France. Donc c'était quand même une surprise à ce niveau-là. Après, sur l'évolution, maintenant ça fait 10 ans, je pense qu'on revient malgré tout à quelque chose de normalisé. Encore faut-il penser que c'était pas normal, mais pour moi, c'était normal, puisqu'on est sur un contrat civil, vous en avez parlé. Donc c'est d'abord un contrat civil, on n'est pas sur un contrat religieux. Mais il y a encore une fois cette idée de la famille hétéronormée, où c'est un papa, une maman. Voilà. Et donc ce qui dérangeait, c'était l'idée que ce contrat civil permette aussi des familles différentes, 2 hommes, 2 papas, 2 mamans. Voilà. Et c'est ça qui posait problème au niveau de ces valeurs conservatrices. Voilà. Il y aura toujours des valeurs conservatrices, peu importe le milieu d'ailleurs. Je ne veux pas stigmatiser une religion, une autre ou quoi que ce soit, ou n'importe quel milieu même. On peut aussi avoir ces valeurs-là sans être dans la religion. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Malgré tout, sur l'évolution sur ces 10 ans, je pense que c'est quand même plutôt positif. Moi-même, je suis marié, j'ai un mari. Voilà, donc, ça ne m'a pas posé de problème. Je connais en Martinique plusieurs personnes, j'ai plusieurs amis qui sont mariés également, qui sont homosexuels et mariés, qui sont mariés en Martinique. Voilà, ça n'a pas posé de problème particulier. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas, en fait. Ça ne se dit pas spécialement, mais ça ne pose pas de problème non plus à côté. Il y a une forme de respect, malgré tout, qui s'est installée, puisque ce sont cette nouvelle valeur, entre guillemets, de mariage pour tous, est finalement entrée dans la République. Ça fait partie des lois de la République, c'est dans les droits de la République. Et donc, c'est une valeur qu'on accepte. Malgré tout, ça peut être fragile. Un nouveau gouvernement pourrait très bien revenir aussi sur ce type de loi. Tout à fait. Donc, il faut rester vigilant. Donc, en termes des associations, notre action est aussi d'être vigilant par rapport à ça. Tout à fait. Alors, Monsieur Massed, vos retours, est-ce que dans votre entourage, il y a beaucoup de personnes, d'hommes
homosexuels qui sont mariés ou de femmes lesbiennes qui sont mariées. Oui, je connais des couples mariés, parents également. Et moi, ce qui m'a marqué l'année de l'adoption de cette loi, effectivement, j'avais assisté à un mariage en Martinique où c'était pas un jeune couple, justement, c'était un couple qui était ensemble depuis plus de 30 ans et qui concrétisait quelque chose grâce à cette possibilité de se marier. Et moi, que ça ait fait polémique ou pas, en tout cas, moi, je savais qu'on était à un tournant de la lutte contre l'homophobie au moment où cette loi est sortie, puisque ça touchait toutes les strates de la société. C'est-à-dire que si on pouvait se marier, si des hommes pouvaient se marier entre eux et des femmes également, et pouvoir être parents, donc ça veut dire que ça va toucher les écoles, ça va toucher les mairies, ça va toucher aussi la CAF, ça va toucher, voilà, on va commencer à avoir 2 noms d'hommes, par exemple, pour une famille, 2 noms de femmes pour les papiers. Donc, en gros, tout le monde était concerné. D'où le fait que ça fasse polémique, ça veut dire que tout le monde s'est questionné un moment sur cette l'évolution question de la société. Et donc, aussi. ça veut dire que l'homosexualité était bien présente en France, puisqu'on accordait un droit à cette communauté pour être au même niveau que les autres. Donc, c'est pour ça que moi, c'était polémique, mais c'était décisif pour, en tout cas, la lutte contre l'homophobie. Et ça permet beaucoup d'avancées. Ça permet aussi la création d'associations qui ont émergé. Ça a permis les outils comme la ligne d'écoute. Je pense que si le mot n'avait pas été visible, encore une fois, je suis très sur la visibilité, d'où le fait qu'être visible, ça permet aussi de garder nos acquis sociaux. Monsieur Chardonnay le disait que si un gouvernement change, mais si du coup on n'a plus de visibilité, il n'y a pas de poids dans la société, ces acquis peuvent être pris par une autre communauté qui considère qu'on n'est pas présent ou qu'on n'a pas de poids dans cette société. D'où l'équilibre entre visibilité, être présent, faire partie de la société et défendre ses droits. Tout à fait. Donc, est-ce que, alors, pour avoir discuté avec pas mal de personnes queer étant le terme, on va dire, un peu générique, il y a des personnes qui s'identifient comme queer, beaucoup ne veulent pas se marier, par exemple. C'est-à-dire que cette loi n'a pas été votée parce que tout le monde veut se marier. Et simplement parce que ça permet aux personnes qui le souhaitent de contracter une union, un mariage civil pour offrir une protection, ce qui est normal. Quand on aime quelqu'un et qu'on vit avec cette personne, on a aussi le désir de pouvoir la protéger en cas de décès, de maladie, etc. Ce qui est en fait un droit fondamental, presque un droit humain, je dirais. Donc maintenant, j'aimerais parler un peu... Alors, pendant la question que je posais justement hors antenne, pendant la publicité, c'était est-ce que la lutte contre le sida a été une des premières étapes, en fait, de la lutte contre l'homophobie, contre les queerphobies? C'est-à-dire, est-ce que ça a permis aussi de mettre en lumière, est-ce que c'est les premières actions? Alors, il faut savoir quand même, si on parle des États-Unis ou même de la France, que toutes les luttes pour les droits civiques ont été un peu parallèles, on va dire. Aux États-Unis, en tout cas, on a commencé pour les luttes des droits civiques des Noirs. C'est eux qui ont lancé, en fait. C'est un peu la communauté paradigmatique, comme on dirait en sociologie, le paradigme, en fait, de la lutte des droits civiques. Quand on pense à Martin Luther King, Malcolm X, etc. Mais parallèlement, il y a eu aussi le féminisme. Et en même temps, il y a eu aussi dans les courants féministes des courants gays, lesbiennes, etc., qui ont aussi demandé... donc ça a commencé depuis déjà très longtemps, les années 60, 70. C'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on en parle dans la Caraïbe francophone. Et pour autant, ça fait très longtemps, en fait, que des personnes... des communautés, en fait, luttent pour acquérir, en fait, les droits sociaux. Donc, est-ce qu'on peut revenir justement sur le travail de Ed? Est-ce que, sans vouloir non plus dire que l'homosexualité est congénitale du sida, ou etc., parce que pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de confusion, et je pense encore. Alors, non, il y a la lutte contre l'homophobie a existé bien avant l'apparition du VIH ou du sida.
Ce que ça a mis en avant simplement le VIH, c'est que l'épidémie a touché toutes ces communautés qui étaient marginalisées, stigmatisées. Donc il y avait les 4 H, donc c'était les Haïtiens, les Haïtiens, les Les héroïnomanes. héroïnomanes et hémophiles. Oui. Donc ça a permis de mettre en avant que ces personnes n'allaient pas forcément vers le soin parce qu'elles étaient jugées. On les stigmatisait de fait que c'était le cancer gay, donc ça veut dire que comme si c'était une punition divine également. Donc ça a mis en avant justement cette marginalisation et le fait qu'ils soient en retrait de la société et qu'ils n'aient pas accès à tous les droits, à tous les soins. Mais on ne peut pas dire que la lutte contre l'homophobie a commencé, en tout cas avec, ou bien a été vraiment portée par la lutte contre le VIH. Ça a été une des conséquences, en tout cas, pour mettre en avant le dysfonctionnement de la société vis-à-vis des communautés stigmatisées. Après, effectivement, comme je le disais au départ, s'il n'y avait pas de... Comme aide à porter cette lutte contre les discriminations, serait-ce que contre la sérophobie, tout simplement, si elle a porté ces luttes contre les discriminations alors qu'il n'y avait pas de structure ou d'association dans le paysage, notamment, je pense aux Antilles, pour aider justement les communautés LGBT, à un moment, son but n'est pas forcément de porter ce combat. Justement, le but, c'est de laisser la place à ces associations qui luttent contre l'homophobie. Et nous, on conserve vraiment l'accès, le volet lutte contre l'épidémie, la prévention et l'accès au droit, l'accès aux soins. Pour un petit exemple, Cap Caraïbes de Martinique. L'association est née à la suite de la première marche organisée par Aide. Mais organisée par Aide, c'est-à-dire que on a fait appel à des communautés, à de la population pour porter cette première marche. Et à l'issue de l'organisation, il a été mis en avant qu'il serait bien que maintenant, ce ne soit pas Aide qui porte le combat LGBT, mais ces communautés LGBT elles-mêmes. Et c'est de là qu'est née l'association Cap Caraïbes. Donc le but, c'est ça, c'est que si on peut être moteur, quelle que soit la structure, que ce soit l'État, la DILCRA par exemple, qui aide, si on peut être moteur et porter un projet et encourager les personnes à porter un projet pour monter une structure LGBT, eh bien, tant mieux. Mais on ne peut pas dire que c'est la lutte contre le VIH qui a permis l'avancée ou bien qui a... C'est vrai que comme ça a été très longtemps dans les esprits superposés, l'homosexualité et la contamination par le VIH. Mais alors moi j'avais une question là qui m'est venue là tout de suite. Est-ce que les personnes, alors vous qui travaillez à Aide, est-ce que les personnes queer sont en général en tout cas en connaissance en tout cas de leur statut sérologique, parce que quand on parle de sérophobie, pour définir peut-être pour les personnes qui ne savent pas, la sérophobie donc c'est la peur des personnes séropositives ou le rejet des personnes séropositives. Alors la question c'est est-ce que c'est national ou régional? Donc on pense qu'au niveau de la communauté LGBT, il y a quand même un accompagnement par les pairs. Que ce soit par les réseaux, par les applications, il y a une transmission d'informations, il y a de la prévention sur les sites de rencontres ou les applications. Donc, on peut imaginer que la communication autour de la prévention est faite. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on connaît tous les outils, on maîtrise tout, on s'approprie tout. Surtout s'il y a le frein de la stigmatisation par rapport à... ou la peur de partager ses pratiques sexuelles avec son médecin. Donc, on peut avoir toutes les informations du monde, mais si le frein à l'accès aux soins ou bien le dépistage n'est pas fait parce que le professionnel de santé est dans le jugement, et bien du coup, la prévention, le processus de prévention n'ira pas jusqu'au bout. Après, l'association est habitée par toutes les communautés, que ce soit des migrants, des travailleurs du sexe ou des gays. On n'est pas habité, justement, il n'y a pas un fort pourcentage de gays séropositifs, il n'y a pas un fort... Voilà, on n'est pas... Et on est avec des personnes aussi séronégatives. Donc, bien sûr. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La question, en fait, quand j'ai reçu Daniel, je crois, en tout cas qui est dans Aide Guadeloupe, dans l'émission justement sur le sida, il disait non seulement que ces 2 dernières années, avec le Covid, il y avait un recul du dépistage, mais en général, il y a beaucoup de personnes qui vivent sans savoir
qu'elles Oui, sont, c'est-à-dire sont c'est ce derrière qu'on leur appelle statut. l'épidémie cachée. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont dans un parcours de soins, c'est-à-dire ils font des bilans de santé, ils sont même diabétiques, voilà, mais on leur propose jamais le test du VIH ou des IST. Mhm. Et sinon, vous avez des personnes qui n'iront jamais vers le soin parce que soit ils le font par procuration, c'est-à-dire souvent la communauté masculine, ma femme est suivie, donc elle va bien, donc je vais bien. Alors qu'il peut être contaminé sans pouvoir avoir contaminé sa femme pendant tout le temps qu'ils étaient en couple. Donc oui, on a une épidémie cachée et le but, c'est de trouver cette épidémie cachée parce que si on met toutes ces personnes sous traitement, comme on l'a dit, du coup, ces personnes non contaminantes, il n'y a plus de propagation de l'épidémie. Donc oui, il y a une épidémie cachée, mais cette épidémie cachée n'est pas forcément dans la communauté gay, puisque justement, on sait tout à qu'elle est fait. plutôt dans la communauté hétérosexuelle Exactement. et française. Ouais, ouais. Donc, voilà. Exact. Tout à fait, ça on le sait, mais il est bon de le rappeler en espérant que... Parce que finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que le dépistage est une action volontaire? Parce que si on ne le propose pas, on pourrait le proposer aux gens. Est-ce que vous- Ben, il y a des nouveaux outils qui sont en train de sortir, comme l'accès gratuit au dépistage dans les labos. Mais ça, c'est de la communication qui se fera par la suite. Donc, vous avez aussi l'autotest que vous pouvez acheter en pharmacie pour avoir accès à son statut sérologique. La démarche, effectivement, elle est personnelle et on ne fait pas un dépistage par procuration. Donc, effectivement, il faut simplement... notre but dans l'association Aide, et c'est pour ça qu'on est communautaire, c'est de faire les personnes... Que les personnes soient actrices de leur santé. Ce n'est pas nous qui leur demandons de faire un dépistage, c'est qu'elles soient conscientes qu'il faut que je fasse un dépistage par rapport à mes pratiques, par rapport à ma fréquence sexuelle aussi, de rapports sexuels, à mes prises de risque, à si je suis multipartenaire ou pas. Et aussi selon aussi à mes pratiques, avec qui aussi. Parce que le rapport, comme on disait, le rapport anal n'est pas forcément une exclusivité gay, mais on sait quand même que pour les gays, ça reste quand même le principal rapport. Et comme la muqueuse anale est plus fragile que la muqueuse vaginale, et bien donc du coup, on a plus de chances d'une contamination à un rapport anal que vaginal. Voilà. Bah, ça, il faut le savoir, hein, même quelle que soit son orientation sexuelle, non, mais Oui, il faut voilà, le savoir. c'est ça, ouais. Bien souvent, je crois que justement, quand on parle de contamination des infections sexuellement transmissibles, il y a encore beaucoup de méconnaissances. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que c'est justement moins contaminant. Oui, l'échelle des risques, oui, c'est ça. Et voilà. On est sur de fausses croyances et les fausses croyances, justement, mènent la vie dure. Et bien, que ce soit pour la prévention ou bien, justement, pour les discriminations, penser que, voilà, qui fait l'homme, qui fait la femme, alors qu'on n'est pas dans ces rapports-là, qu'il faut absolument le dire, on le dit parce qu'on a envie simplement de le dire. On n'a pas d'obligation. Je ne pense pas qu'un hétérosexuel, quand il a 12 ans, dit, en fait, maman, je suis hétéro, quoi. C'est pas... Voilà. Voilà. Donc... il n'y a pas d'obligation. Alors, est-ce qu'on peut parler... là, je pensais à quelque chose, mais non, ça m'a échappé. Non, en fait, là, je réfléchissais justement à... ça va me revenir. On va aller avec Monsieur Chardonnay, ça va me revenir. Monsieur Chardonnay, alors, est-ce qu'on peut parler justement... vous qui êtes dans la police, hein, au-delà de Flagasso, est-ce qu'il y a beaucoup de violences, on va dire, homophobes qui se manifestent dans les commissariats? Est-ce qu'il y a des plaintes il y a des plaintes, oui. Il y a des plaintes. Maintenant, on n'est pas sur une réalité cartographiée, parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes victimes de violences verbales ou physiques à caractère LGBT-phobe. Hein. Moi, je préfère le terme LGBTQ+, LGBT-phobe, plutôt que queer, parce qu'on est sur une spécificité encore de LGBT. En tout cas, toutes les victimes réelles ne viennent pas déposer plainte. C'est une partie infime de ces personnes qui se déplacent, qui osent aller dans un commissariat pour déposer plainte. Je vous dis ça, c'est valable évidemment en Martinique, en Guadeloupe, dans les Antilles en général, dans les dom-toms en général, mais ça l'est aussi en métropole. C'est-à-dire qu'une infime partie finalement des victimes
osent franchir la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour dénoncer des actes de violence, parfois très violents, par crainte de se dévoiler, parce que vous demandiez si on doit dire si on est gay ou pas. De la même façon, on ne dit pas d'emblée qu'on est hétérosexuel, il n'y a aucune obligation de dire qu'on est gay. Donc on rentre dans l'idée du coming out. Et le coming out, c'est quoi? C'est le fait de le dire volontairement. Mais tout le monde n'a pas forcément envie de le dire, parce que les gens, la famille ne le sait pas, le travail les collègues du travail ne le savent pas. Et donc c'est compliqué. Si vous franchissez les murs d'un commissariat ou d'une gendarmerie, vous déposez plainte, ça veut dire qu'il va y avoir un suivi. Le suivi, nous, on va apporter l'accompagnement dans le cadre de mon association, de l'association FLAG, on va apporter l'accompagnement de ces victimes tout au long de la chaîne pénale. Mais la chaîne pénale, ça termine parfois par un jugement qui est public. Et donc, il y a ce risque que ça se sache. D'autant plus sur une île comme en Guadeloupe ou en Martinique, où tout le monde se connaît finalement. Et donc, il y a vraiment ce problème-là où on se retrouve avec des plaintes, oui, mais qui ne sont pas le reflet de la réalité des agressions réelles qui sont perpétrées sur l'île. D'accord. Effectivement, en Guadeloupe ou en Martinique, ou dans les îles, ou Saint-Martin, on va revenir sur Saint-Martin tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez la loi des 6 degrés de séparation. C'est que parfois même une personne très 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 éloignée de vous, peut-être qui vit, il y a 6 degrés de séparation entre vous et cette personne, 6 personnes. Une personne qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et ça s'est jamais aussi bien vérifié qu'en Guadeloupe ou en Martinique. Alors on va revenir tout à l'heure, après la pub, pour notre dernière partie d'émission. Ok, troisième et dernière partie d'émission. Donc le petit trou là que j'ai eu tout à l'heure. J'ai retrouvé ma question. Je disais, alors, que ce soit dans les articles que j'ai lus sur la Caraïbe anglophone, hispanophone ou francophone, en tout cas, les conversations que j'ai pu avoir, les interviews, en général, on part pour vivre mieux, ou pour se vivre mieux, ou se découvrir, ou s'assumer. Alors, quelle était votre expérience ? Alors, si je dois parler de la mienne, alors moi, vis-à-vis de l'homosexualité, alors la question, à quand est-ce que tu l'as su? Ben, franchement, je ne sais pas, parce que je ne me suis jamais posé la question. Ça a toujours été présent et j'ai grandi avec et j'ai vécu avec, on va dire. Après, moi, je suis issu d'une famille avec de nombreux enfants, donc la question de l'identité propre était plus nécessaire que de savoir si c'était bien ou mal. Après, j'étais dans une éducation où on nous a pas appris à faire attention au poids de la société, au regard des autres. Donc, que tu le fasses bien ou mal, tu seras toujours critiqué. Donc, on faisait à notre sauce. Et effectivement, le fait de partir, moi je suis parti après pour compléter mes études en France. Et effectivement, il y a eu un équilibre à ce moment-là entre mon orientation sexuelle et ma personnalité. Les deux se sont développés en même temps. Donc voilà. Et après, c'était la question de... Parce que moi, j'ai toujours dit que je partais faire des études pour ramener tout ce que j'apprenais, pour pouvoir changer, emmener en tout cas quelque chose en Guadeloupe. Donc moi, j'ai fait des études dans la culture, dans l'histoire de l'art. Donc pour moi, c'était à travers la culture, comment transformer la société. Il y a toujours eu ce désir-là, et justement, c'est pour ça que je suis un peu à Aide, parce que Aide m'apporte cette possibilité de le faire. Et quand j'ai décidé de rentrer, effectivement, tout le monde m'a dit, mais comment tu vas faire? Ben non, après, je l'ai dit ouvertement à ma famille, et il n'y a pas eu d'opposition ou quoi que ce soit. Et souvent, c'était, oui, mais on le savait, tu n'es jamais venu avec une copine, machin, tout ça. Et j'ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez jamais demandé? Ils disaient, mais parce que c'était à toi de nous le dire, on ne t'a jamais vu malheureux, donc... Voilà. On ne rentrait pas dans ton intimité. Donc, entre guillemets, comme je dis, je fais partie de ceux qui ont eu une famille intelligente ou bien une éducation qui n'est pas forcément sur le modèle du poids de la société, du regard des autres, que va-t-on dire. Donc, voilà. Et là? Alors, du coup, moi, je suis partie faire mes études aussi à Montpellier.
Et pareil aussi, j'avais cette quête et ce besoin de pouvoir aussi me chercher et savoir qui je suis. Parce que je ne savais pas réellement qui je suis. Et euh, avant, je disais que j'étais 100% lesbienne. Pour au final, je suis sortie avec un homme. Donc même ça aussi, je ne comprenais pas. Et après, je me suis identifiée en tant que moi, dans le sens où je n'ai pas à me dire que je suis ci, je suis ça. Et mes études aussi m'ont permis vraiment d'approfondir encore plus ce sujet, puisque ça m'a permis de comprendre que même l'homosexualité était présente même à l'époque d'avant. Il y avait certaines choses qui étaient quand même tolérées. Et parce que j'ai fait des études d'information et communication avec option sociologie, donc l'étude des êtres humains. Donc du coup, ça m'a permis d'apprendre tellement de choses. Et quand je suis revenue aux Antilles, je me suis dit, ben, là maintenant que je suis vraiment armée et que je sais qui je suis et ce que je suis, ce que je veux réellement, ben, même vis-à-vis de ma mère, je vais lui permettre aussi d'avoir un autre avis ou une autre façon de penser. Et effectivement, ben, maintenant elle a cette autre façon de penser du coup, moi je pars du principe que tout simplement, ben, les mentalités s'éduquent ou il faut tout simplement que les gens apprennent à écouter et discuter parce que c'est ce que j'ai fait avec ma mère. Et c'est ce qui m'a permis justement de me dire que ben, je voulais créer l'association justement par rapport à ça. Parce que je me suis dit que c'est quand même quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidé, beaucoup accompagné quand je me cherchais. Et même ici, ça me manquait énormément de ne pas retrouver ce cadre-là où ben, je pouvais me retrouver avec d'autres personnes. Parce que bon, bien souvent, il y a des sorties, des trucs comme ça, etc. Certes, mais il n'y a pas d'endroit où on peut vraiment parler, discuter, échanger. Et, euh, et c'est ce que je cherchais, que j'ai trouvé justement dans l'Hexagone, mais que j'ai voulu justement apporter ici. Très bien. Monsieur Chardonnay, est-ce que vous êtes avec Alors, nous? Oui. oui, tout à fait, je suis avec vous. Oui, alors vous me demandez la même chose en fait, Oui, finalement. tout à fait. Quel est mon parcours? Alors moi, c'est un peu différent parce que j'étais pas dans les Antilles. Non. Moi, je suis arrivé en Martinique en 2019. J'ai toujours vécu en métropole avant. Et mon parcours était quand même différent. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une vie hétéro avant. J'ai été marié avec une femme. Euh, voilà, j'étais adolescent. J'avais une attirance aussi bien pour les garçons que pour les filles. Et je suis tombé amoureux d'une femme. Et donc, je me suis marié. J'ai eu 2 enfants. Et la vie a fait que on s'est séparés. Et je suis tombé amoureux d'un homme. Voilà, donc j'ai retrouvé finalement des sentiments que je connaissais et une attirance que je connaissais quand j'étais adolescent. Donc je suis revenu sur une attirance et sexuelle et sentimentale avec un homme. Et depuis, donc, je suis sur ce parcours-là. Et je dis toujours que c'est ma 3e vie parce que j'ai vécu 9 ans avec un homme avec lequel j'ai élevé mes enfants. Celui-ci avait lui aussi des enfants, on avait nos enfants ensemble, ça se passait très bien d'ailleurs, puisque mon ex-épouse avait très bien accepté la situation et comprenait finalement qu'on puisse aussi être amoureux d'un homme. Donc, quelque part, c'était pour elle, il n'y avait pas de concurrence finalement. L'idée, c'est je me souviens de ce qu'elle avait dit à ce moment-là, c'est ça que finalement, elle préférait que ce soit avec un homme qu'avec une femme, parce que c'est moi qui l'ai quitté. Voilà, parce que finalement, c'était ça, hein, c'était l'idée, il n'y a pas de concurrence et je peux comprendre facilement maintenant que, effectivement, je ne peux pas faire le poids par rapport à ça. Les sentiments ne sont plus là et sont partis sur quelqu'un d'autre. Donc, finalement, ça s'est fait comme ça. Et depuis, maintenant, je suis remarié avec un homme, puisque c'est vraiment ma préférence. Voilà, et il y a et la préférence sexuelle et le sentiment amoureux en plus. Donc voilà, c'est l'idéal. D'où le mariage aussi, pour ça, pour des raisons aussi de sécurité. Comme vous dites, on est sur un contrat civil et c'est une façon de sécuriser l'autre qu'on aime, la personne qu'on aime. Tout à fait. Alors, justement, ce qui était intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de se chercher, ce qui va m'amener en fait à ma prochaine question, parce qu'en fait, on se cherche tous, hein, en vérité. Peut-être pas sur la question de l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle,
Mais voilà, nous sommes tous des êtres en construction et à un moment donné, on se pose la question qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire. On peut faire plein de choix différents dans sa vie et on peut aussi faire le choix d'aimer une femme aujourd'hui, d'aimer un homme demain. Dans certains cas. Alors, ça m'amène en fait à la question, justement, je voulais qu'on peut-être redéfinisse pour le public, parce qu'il y a peut-être des personnes concernées qui connaissent en fait les termes. Et pourquoi en fait ces termes sont nécessaires. C'est un peu la question derrière tout ça. Donc, on fait la différence, le distinguo entre identité sexuelle, orientation sexuelle et expression de genre. On va juste expliquer en fait pour que ce soit clair en fait pour les personnes qui nous regardent. L'identité sexuelle, ce serait par exemple une personne qui est cisgenre ou transgenre par exemple. Donc une personne qui est cisgenre, par exemple je suis cisgenre, c'est une personne qui est qui est une femme qui est née dans un corps de femme ou un homme dans un corps d'homme et qui est en phase avec ça, voilà. Et par opposition à transgenre, une personne qui est née dans le mauvais corps, en gros. Une personne qui se sent femme et qui est dans un corps d'homme, et inversement. On a ensuite, si on va parler d'orientation sexuelle, on aura par exemple une personne qui est homosexuelle ou hétérosexuelle, ou pansexuelle, ou voilà. Voilà, donc là, ou bisexuelle. Donc là, c'est, on va dire, notre attirance émotionnelle et physique pour le sexe opposé ou le même sexe. Donc, par exemple, hétérosexuel, c'est le sexe opposé, homosexuel, même sexe, bisexuel, les deux sexes, pansexuel, ce serait c'est comme quand on a panafricain, pancaribéen, c'est l'idée qu'en fait, on aime des âmes. On aime des personnes au-delà de leur identité, d'orientation sexuelle. Exact. Voilà. Et ensuite, on a l'expression de genre qui est là, la façon dont on va s'exprimer physiquement, la question du genre. Donc, on va dire, par exemple, qu'il y a des personnes qui sont androgynes. Il y a des femmes qui sont androgynes, c'est-à-dire qui, aussi physiquement, parce qu'elles sont faites comme ça, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas beaucoup de seins, pas beaucoup de fesses, elles ont un corps plutôt filiforme ou pas une poitrine généreuse, ce qui fait elle a un corps qui peut être proche du corps masculin. Et il y a beaucoup de femmes, ça c'est une pratique que j'ai découvert récemment d'ailleurs, c'est des personnes qui sont non-binaires aussi, qui s'identifient comme non-binaires. Il y a énormément justement d'identité ou d'orientation. Les personnes non-binaires sont des personnes qui se reconnaissent ni homme ni femme, ce qui n'est pas la même chose que les personnes hermaphrodites. C'est encore autre chose. Ça, c'est les personnes intersexes, donc les personnes qui naissent avec... normalement, il y a un sexe dominant avec les deux sexes. Voilà. Mais il y a normalement un organe qui est dominant. Sauf que... Alors, je sais qu'à une époque, peut-être que ça fait moins maintenant, que les jeunes... souvent, les parents choisissaient le sexe de l'enfant à la naissance en disant « non, c'est un garçon » ou « non, je vais... » Alors qu'en fait, c'était pas forcément la bonne réponse. Et je crois qu'aujourd'hui, on attend quand même que l'enfant atteigne l'adolescence, je crois, pour que on va dire, son identité se détermine. Et donc, l'expression de genre, c'est ça. Des femmes... donc, vous pouvez avoir des femmes lesbiennes qui ont une expression de genre qu'on dirait masculine, c'est-à-dire... voilà, qui vont s'habiller plus à la garçonne si ça a du sens. Mais on peut avoir aussi des femmes lesbiennes très féminines. Enfin, le côté sexy, etc. Donc, l'expression de genre, c'est encore... voilà, donc il y a trois choses, trois dimensions. Identité sexuelle, orientation sexuelle, expression de genre. Est-ce que ces termes-là... Moi, c'est la question que je me suis beaucoup posée quand même en lisant, en rencontrant des personnes, c'est
en Guadeloupe et en Martinique, est-ce que, puisque les gens ne connaissent pas trop la terminologie en Guadeloupe, ça c'est plutôt dans les pays occidentaux où on a eu la Gay Pride, etc., où les mouvements sont bien installés, aux États-Unis, au Canada, je dirais même dans la Caraïbe anglophone, hispanophone. On va plutôt parler de grandes villes ou de mégapoles, Voilà. et pas parce que on parle d'insularité, du fait que voilà, c'est particulier ici, mais vous retrouvez le même schéma dans un petit village dans le sud-ouest de la France. Ouais. Où, voilà, ce à sont fait. les mêmes mécanismes. Ouais. Mais quand même, j'ai remarqué que dans la Caraïbe, ou même à Cuba, par exemple, où je vais régulièrement, ils sont très au fait, en fait, de ces choses-là. Aussi parce qu'il y a le Sénésex, c'était je l'avais noté, le Centro National d'éducation sexuelle, donc le Centre national d'éducation sexuelle, donc de Mariela Castro, où justement ils ont, on va dire, beaucoup d'informations en fait, sur ça. Mais est-ce que c'est pertinent actuellement, donc dans le contexte franco-caribéen, et est-ce que c'est pertinent pour vous en tant qu'individu? Je pose la question à nos trois intervenants. Personnellement, je trouve que c'est quand même assez pertinent de savoir et de connaître, dans le sens où même quand on veut rencontrer quelqu'un et que la personne, par exemple, j'ai récemment connu le mot demisexuel. Voilà, demisexuel, c'est... on a souvent tendance à se dire que demisexuel, c'est comme asexuel, alors que ce n'est pas du tout le cas. Oui, Parce asexuel, c'est une personne qui n'a pas de désir sexuel. Alors que demisexuel, c'est une personne qui va tout simplement établir un lien très profond avec l'autre personne. C'est tout simplement quelqu'un qui ne va pas faire des coups d'un soir. Elle va juste tout simplement établir un lien très profond avec cette personne-là. Et par exemple, moi, je ne le savais pas, je ne connaissais pas. Et quand on rencontre d'autres personnes comme ça, ou même quand il y a des relations qui vont s'établir, le fait de savoir au moins les terminaisons et ce que c'est, ça permet aussi de comprendre. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui, comme demisexuels, qui se sentent rejetés et qui sont obligés de se rediriger vers les asexuels, sauf qu'ils se sentent rejetés aussi par les asexuels parce que ça rentre dans plusieurs schémas un peu particuliers. Et il y a en fait justement à l'intérieur de la communauté une espèce de petite discrimination, juste tout simplement parce qu'on ne connaît pas. Donc pour moi, je pense que c'est quand même nécessaire de pouvoir quand même le savoir. Oui. Enfin, à mon sens. Oui, l'existence d'un mot permet de dire que ça existe, et donc ça permet aussi de définir et donc d'expliquer. Exact. Donc ça permet aussi également aux personnes qui ne comprennent pas ou connaissent pas d'avoir une explication, d'avoir une définition, et peut-être justement, c'est comme on dit, les craintes, c'est parce qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Donc si on a une définition, si on a une connaissance qui va avec, du coup peut-être qu'on aura moins de discrimination parce que les termes seront là et les gens pourront dire, ça existe. Voilà. Il y a cette communauté, il y a ce type de personnes. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait définir les choses. Monsieur Chardonnay. C'est l'essence même de la société, en fait. La société, en général, l'individu dans une société a besoin de reconnaissance. Et donc, pour être reconnu, il a besoin d'appartenir à un groupe. Et le problème, c'est quand vous vous retrouvez plus dans un groupe, ce groupe ne vous correspond pas, ne correspond pas à votre identité de genre. Là, je parle d'identité de genre, c'est le genre dans lequel vous vous identifiez en tant que tel. Je m'identifie comme un homme, je m'identifie comme une femme. Je m'identifie ni comme un homme ni comme une femme, non binaire, vous l'avez dit. Je m'identifie comme un homme, mais je suis né dans un corps de femme. Je suis une femme un homme transgenre. Je m'identifie comme une femme née dans un corps d'homme. Donc je me ressens comme une femme transgenre. Et donc vous avez toute une multitude comme ça d'informations qui vont vous aider à vous reconnaître dans un groupe ou dans un autre groupe. Et ce milieu LGBT, justement, a identifié un certain nombre de groupes. Ça va même plus loin, parce que sur les réseaux sociaux, prenez Facebook par exemple, vous pouvez sur Facebook personnaliser votre profil en vous identifiant dans un genre. Il y a 52 possibilités de genre sur Facebook. Vous voyez, un peu, ça va très loin. Oui, 52 possibilités d'identification sur Facebook de genre. Il y a des personnes qui sont agenrées, qui ne veulent pas s'identifier dans un genre. Voilà, ça existe aussi.
En fait, c'est ce besoin d'identification, de reconnaissance dans un groupe, d'appartenance, en fait, un groupe qui fait que vous êtes dans la société. Et le problème de ne pas connaître les terminaisons, qu'est-ce que quand on dit LGBTQIA+, à quoi ça correspond, ces lettres. Voilà. Et donc, c'est vraiment cette idée-là, c'est de connaître quelles sont ces terminaisons, de permettre aux personnes de pouvoir s'identifier. Et à ce moment-là, vous n'avez plus cette peur, vous n'avez plus cette crainte au niveau de la société. Donc, moi, toutes les formations que je fais, toutes les actions que je fais au sein de l'association, va commencer par ça, en fait, sur l'explication des LGBTQIA+, en expliquant les termes et à quoi ça correspond. Tout à fait. Alors, moi, ça m'amène à une autre question. Ayant moi-même, enfin, en tant que sociologue, beaucoup travaillé sur les questions des sexualités, etc., des identités, des discriminations, j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient des pratiques sexuelles très différentes dans le cadre des différentes enquêtes, projets, études. Et en fait, ce qui pourrait apparaître comme une détermination, si je puis dire, certaines personnes vont se dire, oh là là, c'est compliqué, pourquoi tout ça de termes, etc. Et même en parlant avec des personnes qui ont des pratiques, par exemple SM, je me suis rendu compte que toutes les problématiques que, en tant qu'hétérosexuels, nous rencontrons, c'est-à-dire par exemple la question du consentement, la question de la communication ou de presque de se déterminer dans une relation, eh ben, je ne dis pas qu'elle n'existe pas chez les autres, mais au moins, je me dis, avec ces termes-là, est-ce qu'on n'est pas déjà plus attentif, en fait, au positionnement de l'autre, par exemple, dans la sexualité ou dans la relation, parce que ça détermine aussi la façon dont on fait relation. Je trouve que oui, ça permet de vraiment déterminer. Et puis, et comme il disait aussi, ça permet aussi de voir que l'autre personne est, par exemple, je donne un exemple, hein, par exemple, une autre personne est lesbienne, on se sent beaucoup plus comprise ou autre. Et, pour moi, je pars du principe que c'est quand même important de le savoir, de se définir. Ça permet aussi de se définir, de savoir qui on est réellement. Et de toute façon, je pense que on va toujours encore définir encore d'autres choses, parce qu'on aime toujours entrer dans des cases pour pouvoir... Oui, c'est l'esprit grégaire. Hein, ouais, voilà, c'est ça. On a besoin aussi on a toujours besoin de se sentir rassuré, de se dire qu'il y a des personnes qui nous comprennent, on se sent entouré. Donc, du coup, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais oui, voilà. Pour moi, c'est plus une question de liberté d'expression et de pouvoir aborder tous les sujets. Le fait que ce soit tabou. On a toujours l'impression que oui, les homosexuels, ils parlent que plus librement et qu'on parle de nos pratiques. Mais c'est parce que simplement, c'est peut-être pas un sujet tabou de parler de ces pratiques, ce qui ne devrait pas être un problème pour le reste de la société. Donc, si on enlève tous ces tabous et cette censure sur le plaisir surtout, comme si prendre plaisir n'est pas forcément quelque chose de convenable, et donc du coup ça devient tabou, et donc ce qui fait que son orientation sexuelle devient tabou, ses pratiques sexuelles deviennent tabou, donc le plaisir sexuel devient tabou, et ça va à crescendo, et donc du coup on a tous les blocages qui vont pour le reste des individus. Donc, effectivement, pouvoir parler de ces pratiques, pouvoir dire, moi, j'aime ci, j'aime ça, est-ce que c'est un tort? Voilà, je pense que... Et peut-être, ensuite, je donnerai la parole à M. Chardonnay, parce que je dis souvent que la déviance, en fait, ce qu'on voit comme de la déviance, ou ce qui peut l'être, en fait, en réalité, je ne dis pas dans les pratiques sexuelles différentes, ou les couples différents, non. C'est pas là que je vois la déviance, c'est dans la façon, en fait, dont on va... commencer sa sexualité. Pour avoir parlé avec certains jeunes homosexuels ici, par exemple, j'en connais un, par exemple, qui est séropositif et qui a commencé sa sexualité de manière, dans un contexte qui pour moi est extrêmement violent, puisque c'était avec ce qu'on appellera un prédateur sexuel, forcément, puisqu'il était mineur et lui majeur, très majeur, puisqu'il avait 30 ans et lui était à l'école primaire. Puisque on commence sa sexualité quand même,
j'allais dire relativement tôt. La sexualité, c'est tout au long de la vie. Si on fera une émission peut-être dessus, mais c'est tout au long de la vie. À partir du moment où on découvre son corps, on se touche, la succion, enfin bref, on ne va pas passer tous les stades, le stade anal. Voilà. Les pays tempérés, on dit que la sexualité est précoce dans les pays tempérés. Donc. Voilà. Donc finalement, on découvre aussi ses premiers émois quand on quitte l'école primaire, le collège, etc. Et là, si on n'est pas en capacité de pouvoir ne serait-ce que discuter avec ses parents, parce que ça c'est quand même important de pouvoir dire je me suis amouraché de telle personne ou et vu m'inviter à dormir à la maison. Bref, on ne peut pas faire de prévention justement sur les questions de l'amorce d'une sexualité avec des enfants, avec son enfant, si on n'est pas en capacité de l'écouter. Donc forcément, il peut se mettre en danger. Et ça, quelle que soit, en fait, son orientation sexuelle. Hein. Mais je dirais même davantage pour un enfant qui est non hétéronormé et qui ne pourra pas, ou qui sent qu'il ne peut pas, en fait, aller vers ses parents. On augmente les vulnérabilités, c'est ça. Ouais. Exactement. Et c'est justement, il en devient vulnérable, et c'est là qu'on peut plus facilement le manipuler pour pouvoir amener à certaines choses. Et c'est pour ça que c'est quand même important aussi. Même aussi, ils se cherchent et ils veulent savoir aussi qui ils sont, mais le fait d'avoir ce discours qui est quand même plutôt fermé, où ils n'ont pas accès, ils n'arrivent pas à se définir, et ça peut entraîner vers des schémas qui sont quand même plutôt... qui peuvent être catastrophiques. Il y en a d'autres où ça donne un schéma quand même qui peut être positif. Je ne veux pas dire positif, mais où ils peuvent se définir, mais il y en a d'autres où ça peut amener à des choses qui sont beaucoup plus graves, effectivement. Monsieur Chardonnay. Oui. Alors, vous avez parlé de déviance. C'est compliqué, ça, ce système de déviance. Qu'est-ce qu'on accepte? Jusqu'où on est prêt à accepter certaines choses? Quelles pratiques vous êtes prêt à accepter? Et ça, vous retrouvez ça aussi dans le milieu hétéro. C'est pas seulement... Oui, là, je pensais surtout, par exemple, aux pédophiles, pour avoir parlé avec certains jeunes qui, eux, ont été exposés, malheureusement, en fait, à des adultes qui ont abusé d'eux, quoi. Tout à fait. Alors là, on est sur des pratiques qui sont évidemment condamnables par la loi. On parle de pédophilie, on est sur des pratiques qui sont répréhensibles, qui sont prévues et condamnées par la loi, par le code pénal, lourdement. L'exemple que vous avez donné sur un enfant en primaire qui a une relation avec un adulte, c'est complètement réprimé par la loi, bien évidemment. Tout à fait. Mais ce n'est pas... le problème qui se passe, c'est qu'on risque de faire des amalgames avec l'homosexualité s'il s'agit d'un homme qui touche un petit garçon, vous voyez. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aux yeux du public, on risque de faire la même en disant les homosexuels sont des pédophiles. Alors ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Donc le risque, il est là. Quand on parle de déviance, c'est de faire des amalgames avec des minorités, en tout cas des groupes dits minoritaires. Tout à fait. En fait, l'idée là, et on va devoir rendre l'antenne, c'est de dire deux choses. On va rappeler les différents numéros. Donc la ligne d'écoute Voix Arc-en-Ciel, 757 767, donc c'est un portable, 24 heures sur 24. Ok, vous pouvez appeler, vous renseigner, parler de vos problématiques. Il y a des professionnels qui vous répondent. Pour Aide Guadeloupe, 05 90 60 49 50, le 06 90 68 14 68 ou bien le 06 96 431 541. Ok. Et on rappelle, samedi 21 de 9h à 21h, journée, vous pouvez appeler justement les numéros qu'on vient de citer pour savoir où se déroulera cette rencontre. Alors, Leïla. Alors, pour Secrets Art, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur secretsart.g, sur Facebook aussi, et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Et la ligne téléphonique est le 06 90 64 38 et 01. Et Monsieur Chardonnay, donc on rappelle justement pour Flagasso et En lieu sûr pour les dispositifs. Vous avez le dispositif soit directement sur Internet, soit vous téléchargez l'application flagasso.com et vous avez accès à ces deux dispositifs, signalement flag et En lieu sûr.
Ok, très bien. On remercie nos intervenants. On remercie aussi la chaîne d'avoir accepté en fait qu'on fasse cette émission pour marquer le coup pour la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, les queerphobies, etc. Il est important de rappeler que Tanama est une émission qui est accompagnée par Amalgame Humanis, qui est donc une association d'action sociale depuis plus de 30 ans, l'emphase défavorisée, les publics empêchés, contre les violences intrafamiliales et LGBTQI-phobes. En somme, nous sommes contre toutes les formes de discrimination et on tenait à le dire ce soir et on continuera donc à œuvrer en ce sens. Voilà, bonne soirée, à bientôt.